sont 50. Hommes, femmes, militants ou anciens militants clandestins du FLNC, le Front de Libération Nationale de la Corse, 50 à avoir accepté de se livrer à visage découvert. 50 à vous raconter cette histoire, leur histoire, celle de leur génération, fils et filles de 68, des premières agitations estudiantines jusqu'à aujourd'hui. Les souvenirs se bousculent. Ces enfants de la cave d'Aléria reviennent sur leurs années romantiques, de poudre et de plomb, en passant par les heures tragiques de la guerre fratricide, la collecte de ce qu'ils appelaient pudiquement l'impôt révolutionnaire, les tentations mafieuses, les dérives racistes aussi, l'assassinat du préfet Erignac, enfin. Une histoire personnelle et collective. Certains ont quitté la lutte clandestine, pour d'autres, l'heure est encore au combat et au maquis, mais peu renient leur engagement, celui d'une vie. De ces 30 ans d'histoire, il reste des braises humaines et judiciaires. Seuls leurs souvenirs nous importent ici. Ce film est leur récit, leurs paroles, leur vie. Tutti liberi, tutti fratelli, finché lo taserà. Le sentiment corse de l'enfance, j'allais dire presque la prime enfance, je pense que c'est ainsi pour beaucoup de Corses, c'est d'abord le village. J'ai un attachement viscéral à la terre. Quand je me promène dans le maquis, sur les sentiers qu'ont connus mes ancêtres, et j'ai un sentiment profond de relation avec le passé, peut-être même de relation à la mort. Tout a commencé par une affaire de pollution. Depuis avril 1972, la Corse voit ses côtes et sa faune maritime polluées par une société italienne, la Montedison, qui déverse des déchets toxiques sur le littoral corse, les boues rouges. Toute la Corse se sent agressée et se mobilise. Ça avait sensibilisé l'étudiant que j'étais sur ce problème, en disant comment on considère ma terre, mon île comme un dépotoir, ça crée un choc. La population ne comprenait pas pourquoi l'État français ne faisait rien. Et elle n'a pas compris. Donc à un moment donné, il y a eu ce sentiment de révolte. Malgré les protestations populaires, le gouvernement français reconduit l'autorisation de déversement des déchets à la société pollueuse. La contestation s'amplifie et s'organise autour d'Edmond Simeoni, le leader autonomiste. Edmond Simeoni était un leader incontesté dans un pays qui se taisait totalement, où personne ne voulait prendre le moindre risque, où tout le monde était en plan, ça ronronnait. On avait essayé de nous envoyer des CRS, la force, et alors que nous étions dans notre bon droit et qu'on attendait leur aide, en fait, on a trouvé une hostilité. En Corse, un pas a été franchi. Un groupe clandestin, le Fronte Paesano, vient de dynamiter le bateau pollueur de la Montedison. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Justice est faite. Et j'apprends ainsi qu'il y a des Corses qui se battent et qui peuvent aller loin pour défendre la Corse. Ça me plaît assez. On y était, journée de Corté, tous les jeunes de mon village y étaient, même ceux qui n'étaient pas autonomistes. On était descendus en groupe, nous étions 16, avec des sacs de couchage, on a dormi là-bas sous le chapiteau, parce qu'on pensait qu'il se passait quelque chose et on voulait y être, on voulait participer à ces événements. Hein. C'était très fort, hein. On sentait que quelque chose se préparait. Les jeunes que nous étions, qui avions poussé quand même à une certaine radicalisation du mouvement, parce qu'on pensait on était trop mou, qu'on ne faisait pas ce qu'il fallait. Sont dans la salle, le chapiteau est bondé, on met une ambiance folle, on chante, on crie, bon, on est dans un meeting. Et Edmond sort ce discours. Ali Berbouk a dit publiquement à un repas de la jeune chambre économique de Bastia: même 200 000 Corses autonomistes ne sauraient faire modifier la Constitution. Ferment ainsi par ses propos la porte à la voie légale pour une revendication légale. Nous répondrons par la phrase d'un révolutionnaire sud-américain,
célèbre Che Guevara, un révolutionnaire. Ou il gagne, ou il meurt. C'est certain que ça avait électrisé l'assistance qui était énorme. On ne pouvait qu'y croire et espérer que ce soit vrai. C'est du délire pour les jeunes. Pour nous, à l'époque, c'était bon, enfin, on va se battre. L'Arc peut offrir aujourd'hui au peuple corse, uniquement avec l'esprit de sacrifice au service d'une cause sacrée, la liberté et le sang de ses militants. Edmond Simeoni qui annonçait un sacrifice de militants, qui disait « Est-ce que vous êtes prêts à nous soutenir ?» Êtes-vous prêts si on nous emprisonne? Êtes-vous prêts si on nous tue, etc. Y a-t-il un peuple corse? Ce peuple corse a le droit à la vie. C'est sûr que tous les gens répondaient oui, 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 oui. On était transcendés, on avait ce sentiment d'appartenir à quelque chose d'extraordinaire. C'était un moment de joie intense, je veux dire, c'était très fort, c'était des moments d'émotion très, très, très forts. Aujourd'hui, je serai contraint devant les Français et je me déplore. Le discours d'Edmond Simeoni était dans la ligne même de la contestation interne à partir des étudiants de Nice. On voit l'importance des étudiants qui ont critiqué le positionnement frileux du mouvement autonomiste. Et cela s'est passé la veille d'Aller. Je savais que la parole était une forme d'action et je savais que nous étions sur un terrain extrêmement dangereux. Donc il fallait à la fois passionner les Corses pour avancer, mais en même temps utiliser le frein. Il n'a peut-être pas mesuré la portée de ses propos et la portée que ça aurait sur les militants. À la fin du discours, moi je suis avec mes amis, et il y en a qui sont un peu plus au courant que moi, parce qu'ils sont au contact direct. Je leur dis, bon les gars, attendez, s'il y a quelque chose à faire, parce qu'on parle, on parle. Je ne vais pas te parler, bon, s'il y a quelque chose à faire, moi je veux bien rester, pour un truc sérieux, parce que je ne vais pas rester quand même au restaurant et tout, mon père. Ah mais non, tu peux rester, on va faire un truc qui est bien. C'est la guerre du vin en Corse, et je ne dis pas cela pour user d'une formule. Un commando de 50 hommes a investi ce matin une cave vinicole appartenant à un rapatrié d'Algérie. Ils sont armés de fusils de chasse, mais aussi de fusils mitrailleurs et de pistolets automatiques. Nous sommes 5 ou 6 étudiants à être là, avec, dès le départ. On occupe, dimanche, on convoque la presse et on dénonce le fait que il y a un certain nombre de gens qui ont bénéficié d'aides exceptionnelles de la part de l'État, aides qui n'ont jamais été apportées à des jeunes Corses, mais bien entendu sous-tendues essentiellement, je veux dire, par notre revendication à nous, qui était de dire il y a 2 poids 2 mesures en Corse, entre ce qui est fait politiquement ou économiquement en faveur des Corses et ce qui est fait en faveur de ceux qui ne le sont pas. Ce qui est important, c'est d'occuper quelque chose de manière spectaculaire pour poser un problème politique corse. Et là, on était déterminés. Je me rappelle très bien de nos conversations le samedi soir, qui était de dire ils vont rien faire, ils vont nous laisser comme des imbéciles là, et voilà, et dimanche on va s'en aller. On avait le sentiment que c'était une action qui finalement n'irait pas bien loin. Pendant cette nuit d'attente dans la cave, chacun y va de son souvenir, de son anecdote. Depuis les années 70, à Nice, Marseille, Paris, les jeunes étudiants ont rejoint le mouvement d'Edmond Simeoni, l'Arc, et en sont déjà les moutons noirs, car pour ces jeunes, seul le flirt avec la violence peut faire évoluer la situation de l'île. Une fois, Antoine Curz est venu chanter une chanson qui disait « Kifa », ça veut dire « que faire ». C'est vrai que petit à petit, chaque fois qu'il disait « Kifa », il entendait « Chula plastica ». Chula plastica. Chula plastica. Chula plastica. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plastiquer. Kifa, chula plastica. Bon, c'est assez animé, quoi. Kifa, che ci si può fare? Kifa, che ci si può fare? Beaucoup d'entre nous étions un peu engagés dans des mouvements à l'époque déjà clandestins, pour certains qui étaient Giustizia Paolina, pour d'autres qui étaient le FPCL. C'est certain que c'était déjà une irrigation d'étudiants dans ces structures clandestines. Hein. À l'époque, c'était ça, faire sauter des vitrines de banque, de symboles représentatifs de l'État, pour attirer l'attention des médias et pour faire passer davantage notre message, et ça a pas mal marché. Aux sources de leur engagement, il y a cette terre de Corse, son histoire marquée par Pasquale Paoli, dirigeant de la Corse indépendante à la fin du XVIIIe siècle. L'homme qui avait libéré la Corse des envahisseurs, l'homme qui leur avait construit leur première université à Corte. Nous sommes conscients et sensibles des réalités de notre époque. Notre ethnie en danger se doit d'être sauvée. Il y a aussi ce sentiment d'appartenir à un peuple, d'avoir une langue, une culture différente. C'est autour de ces valeurs identitaires
que va se former la culture politique de ces étudiants. Le ciment de notre peuple est son histoire, sa langue et sa culture. Cette nuit-là, ils se demandent vraiment si cette occupation de la cave à Aléria n'est pas qu'un simple coup d'épée dans l'eau. Ils sont un peu déçus ce soir, les étudiants corses. On s'est rendu compte de notre légère erreur d'analyse quand le lendemain matin à 6h, il est arrivé 500 ou 600 gendarmes mobiles. On s'est rendu compte que là, on n'avait peut-être pas bien calculé le coup. Les policiers ont déclenché les grands moyens. À 5h30, 6 hélicoptères Puma se sont mis à tourner au-dessus des lieux et tournent sans arrêt depuis cette heure-là. Les automitrailleuses, d'autre part, se sont rangées sur la route de chaque côté de la ferme. Les journalistes ont été évacués. Edmond Simeone nous a confirmé la détermination de son mouvement dans le cas d'une intervention des forces de l'ordre. Attention aux affaires humaines de la force. Rien, je vous dis, rien, aucune des démonstrations concernant l'air n'est valable si vous n'avez pas en tête ce que ça a voulu dire dans les villages même. On s'est réunis, je veux dire, autour du poste et on a entendu en direct, on a suivi en direct l'affaire d'Aléria. Le matin, j'avais vu passer les hélicoptères. Il y a une tension absolument extraordinaire au moment d'Aléria. On avait l'impression, et la réaction populaire qui a suivi était dans la même idée, qu'au fond on faisait ça parce que c'était la Corse et que par conséquent il fallait traiter le sujet de manière grandiloquente, voire de manière un peu coloniale. On sentait que plus rien ne serait jamais comme avant. Il y avait une rupture entre l'État et nous, l'État français et nous. Moi, à l'époque, j'avais 19 ans. Je veux dire, on a très mal vécu parce que c'était une agression contre le peuple corse. Là, c'était vraiment le déclic, ce qui a fait nous engager plus tard, quoi. Je veux dire, là, on était des Africains, hein, je veux dire, c'est clair. Hein. 2 gardes mobiles ont été tués pendant cet assaut. Il est très difficile, à l'heure actuelle, de dire d'où provenaient les balles, tellement ça a été un véritable chaos, cet assaut. Peu après cela, le docteur Edmond Simeone a négocié sa reddition aux forces de l'ordre. Je pense que maintenant, en particulier au niveau des jeunes, il y a un processus d'escalade qui est engagé et qu'il ne faudra pas s'efforcer de continuer à traiter un problème politique de revendication de dignité et d'identité comme un problème économique. Dans le même temps, l'essentiel des assaillants de la cave, des jeunes pour la plupart, ont pris la fuite à bord d'un camion en forçant un barrage des forces de l'ordre. Si on prend le canon pour tuer la mouche, et puis en plus la mouche s'en va, parce que quand même, il ne faut pas oublier cette image du camion qui s'en va avec les guerrilleros sans contrôle ni rien, je pense qu'il ne fallait pas faire la guerre. On n'est pas en campagne, ce n'est pas le Liban. On a suivi le camion jusqu'à Ghisonarech et un des responsables de l'ARC est sorti d'un café et nous a dit, voilà, il faut rentrer à la maison. Alors ça a été une douche froide, c'était quelque chose d'épouvantable. Deux jours après les événements de la cave d'Aléria, le gouvernement de Jacques Chirac a décidé la dissolution de l'ARC du docteur Simeone, fauteur de troubles dans l'île de Beauté, selon Matignon. La population de Bastia s'insurge contre cette décision. Dès lors que Edmond était emprisonné, il était clair que le chef charismatique partant, la rue était un nom. On était organisé, on avait des cocktails Molotov préparés, des caisses de cocktails Molotov préparées, mais des gens sur Bastia même ont rapidement été chercher des armes à domicile et ont fait feu, c'était absolument hallucinant. Le port de Bastia n'était pas constitué comme il est aujourd'hui. Il y avait une sorte de jetée et avec des parapets, et à travers les interstices de ces parapets,
Ça tirait de tous les côtés, ça tirait énormément. Mais ce qui m'a beaucoup plus surpris, c'est qu'on tirait de l'autre côté aussi, du côté des maisons des bourgeois, qui étaient à gauche. Ça a été déclenché par quelques clandestins. C'est la population qui s'est battue et ensuite on s'aperçoit que ça n'a pas été dirigé. À tel point qu'à un moment donné, à la sous-préfecture, les CRS et même l'autorité en place voulaient se rendre. Il était question de se rendre, mais le problème c'est que personne ne leur demandait de se rendre et ils ne savaient pas qui se rendre. Nous avons à l'heure actuelle un mort, un mourant et 13 blessés parmi les forces du service de l'ordre. C'est un bilan qui se passe de commentaires. La riposte a été bien sûr autorisée par les plus hautes instances gouvernementales. Toute notre ardeur sera mise dans le but de retrouver ces assassins. À lire, il ne devait être qu'un début, donc on ne voit rien venir. Une fois, bon, la nuit de Bastia, on pense que c'est la suite, et puis on s'aperçoit que c'est pas la suite, que personne n'assume politiquement la nuit de Bastia. Donc à un moment donné, on dit il faut que certains, il y a des décisions à prendre quelque part. Il fallait nous-mêmes, les jeunes indépendantistes, nous donner une organisation sérieuse, bien au-delà des petits groupes clandestins qui existaient à l'époque. Dans nos esprits, même si ça n'était pas avéré immédiatement, c'était évident que ça ne pouvait se gagner que par la violence. C'était évident, quasiment pour l'esprit de tous. Moi, je ne dormais plus et je ne voyais absolument rien d'autre que de commencer la lutte dans la clandestinité, avec le soutien populaire et tout. Pour moi, c'était le début de la révolution corse et il n'était plus question de faire quoi que ce soit d'autre que ça. Avec Mathieu, on a sillonné la Corse pour décider les gens et pour leur faire prendre conscience de la nécessité de créer un seul mouvement. Alors, de septembre 75 à mai 76, il se passe donc la législation du front, et qui a été une sacrée législation, puisqu'il a fallu, vous voyez, il a fallu 8-9 mois pour accoucher de ce mouvement. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait des débats internes qui étaient très forts. La première réunion de création de FLN a lieu à mon domicile, affolé. Il y a une décision qui est très importante, qui paraît anonyme, mais qui est très importante. La création du FLN, bien sûr, mais la dissolution immédiate de tous les groupes. Il n'était pas question que l'on laisse sur le territoire se développer des groupuscules ou des groupes qui allaient porter ombrage ou atteinte. Donc il était important de maintenir une unité très forte. À Nice, nous étions déjà quelques-uns pour faire ce front de libération nationale, évidemment FLNC, parce qu'on prenait comme modèle le FLNC algérien. Et ce qui est assez surprenant, c'est que quand on a eu des contacts aussi avec Philidor et tout, eux-mêmes avaient choisi ce sigle. On était gosses quand l'Algérie s'est libérée, et les fils de la Toussaint, c'était le mythe que nous avions et que nous imaginions que nous allions être de nouveaux fils de la Toussaint. Un pays colonisé, pauvre, qui se révolte et qui gagne, qui bat une puissance coloniale telle que la France. Donc pour nous c'est très important. Et ça a été une référence pour l'ensemble des jeunes générations, enfin ma génération en tout cas, ça a été une référence. 16 attentats en Corse, mais aussi un à Marseille et un à Nice. Tous ces attentats ont été revendiqués par le Front National de Libération, un mouvement clandestin jusque-là inconnu. C'est un mouvement extrémiste qui déclare vouloir libérer la Corse de la domination française. La nuit chaude en Corse, Éric Gilbert.
Un véritable chapelet d'explosifs. Les plastiqueurs ont frappé entre minuit et 2 heures à Ajaccio, Bastia, Corté, Ghisonaccia. Chaque fois, ils ont utilisé de grosses charges. Il n'y a pas eu de victimes, mais partout des dégâts. Monsieur Riolacci, le préfet de la Corse, au micro de Bertrand Vanier. L'analyse ponctuelle de ces attentats, comme vous dites, encore que le mot me paraisse disproportionné par rapport à la chose, ne permet pas, en l'état actuel des choses, de parler de grands événements et a fortiori de tournants. On ne sait pas l'importance de ce mouvement. L'opération de la nuit dernière prouve en tout cas que les hommes qui le composent ont choisi la violence. Pour, je dirais, le citoyen, le Corse de la rue, c'était un peu presque surréaliste. Je sais qu'il va y avoir un rassemblement, un regroupement, qu'il va y avoir une nouvelle organisation. On m'a demandé si j'étais disponible, mais je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle va être. Je suis disponible, j'y oui. Et lorsqu'on me donne des tracts à distribuer pour le 5 mai, je ne sais pas qu'il y aura une nuit bleue en même temps. Pour moi, ce n'est peut-être qu'un tract de plus, un peu plus costaud peut-être, probablement, parce qu'il y a quand même un contenu politique plus fort. Mais je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui va se passer. Par une nuit bleue, on voulait marquer l'unité, et nuit bleue voulait dire un maximum d'attentats, bien sûr, pour marquer véritablement une présence nationale, enfin à l'échelle de la Corse, sur une couverture de territoire. Le FLNC est né en mai. Bon, nous, les étudiants, c'est certainement que nous, on aurait lancé ça au début des vacances. Parce que là, on était presque des vacanciers de la lutte de libération nationale. Mais bon, moi, après, je suis rentré en Corse. Hein. J'ai choisi, à un moment donné, j'ai opté pour rentrer en Corse. J'ai abandonné mes études. J'ai fait une croix dessus. Un an après sa création, le FLNC diffuse un manifeste pour une Corse indépendante, le Petit Livre Vert, dans la lignée des grandes révolutions marxistes-léninistes. Ses écrits sont loin de faire l'unanimité chez les militants. Le Petit Livre Vert, pour nous, il était imbuvable. Il était indigeste. On avait du mal à l'accepter. Mais finalement, c'était un peu aussi l'ambiance, finalement, c'était secondaire. Ce n'était pas tout à fait ce que nous pensions. Je me dis, il y a un problème sérieux. C'est écrit par des gens qui sont détachés des réalités, qui ont des conceptions politiques peut-être que je respecte, mais qui sont à des milliers d'années-lumière de ce que je pense. Quand on a lu le Petit Livre Vert, qui est une espèce de pataquès maoïste, dont on sait qu'il a été écrit par 2-3 personnes et qu'on connaît les gens qui étaient au FLNC, mais c'est invraisemblable. La rédaction a été faite intégralement à Paris par Jean-Pierre Santini. Il faut limiter aussi, si vous voulez, le contenu, je dirais, théorique de tout ce qu'on a pu écrire. C'était le contenu théorique de l'époque, et donc on n'a rien inventé de particulier. On a mis en forme, on a essayé d'adapter à la question corse. Quand on prend Alain Orson, sortant du GUD, etc., croire qu'ils avaient tout d'un coup, ils s'étaient transformés par un coup de baguette magique en un carrosse maoïste, alors qu'ils étaient citrouilles fascistes avant, moi j'y crois pas, ça, c'est pas vrai. Écrit par le premier FLNC Paris, lié à l'extrême gauche, le Petit Livre Vert, la Bible du Front, fait apparaître au grand jour dans l'organisation des divergences politiques qui existaient depuis l'université. C'était assez œcuménique, le mouvement des étudiants corse. Hein. Tout le monde se fréquentait, il suffisait d'être corse pour avoir une certaine solidarité, même s'il y avait des opinions qui étaient très différentes. L'extrême droite, d'une manière générale, avait une très forte influence. Et peut-être que les jeunes Corses ont été peut-être davantage séduits par un certain nombre de thèses. Vous étiez à l'extrême droite à l'époque ? Oui. J'étais à l'extrême droite parce qu'il y avait une telle différence entre le look et la culture et le machin du jeune Corse de l'époque par rapport au look et à la culture du jeune gauchiste de l'époque, que je veux dire, pourtant il y avait aussi quelques Corses chez l'extrême gauche qui étaient nos copains d'ailleurs, hein, avec qui on s'entendait très bien. On a pu coller à une certaine étiquette de droite, mais qui, à l'époque, ne signifiait rien, parce que il n'y avait pas encore chez la plupart, de véritable formation politique. La formation politique, elle s'est faite sur le tas.
Les 3/4 de la Corse privée de télévision, eh bien c'est la conséquence de l'attentat commis cette nuit par des individus masqués et armés contre le relais de télévision de Serra di Pigno, installé à 600 mètres d'altitude au-dessus de Bastia. Il y avait une maîtrise de la communication par l'État français. Le relais du Pignon étant le lieu de la puissance coloniale, on va dire. On est monté, on était 5. On a monté une 40aine de kilos à pied jusqu'en haut. Et puis, on pensait qu'il n'y avait que 2 gardiens. En fait, il y avait un autre gardien avec sa famille. C'était pas prévu. L'autre gardien, il a un fusil de chasse. Il peut d'un seul coup tout faire basculer. Et là, il y aura un moment d'inquiétude. On ne peut plus arrêter l'opération. À un moment donné, j'ai eu une intuition, c'est de dire il nous prend pour des voleurs. Et je lui ai dit on n'est pas des voleurs, nous sommes le FLN. Et là, j'ai vu les cannes de ce fusil qui se sont un peu baissées. Il a dit c'est le FLN. Et les cannes du fusil sont baissées. Là, j'ai compris que le sigle FLN, ça représentait quelque chose. Et que cet homme-là se rendait, il n'avait pas peur, il se rendait parce que c'était le FLN. L'action, bon, il n'y a rien de particulier à en dire, si ce n'est qu'elle s'est très bien passée, même si elle a manqué de moitié, puisque le pylône n'est pas tombé. On voulait faire tomber parce que quelque part, on le voyait de toute la Haute-Corse. Donc, symboliquement, c'était très fort. Bon, ça n'a pas marché parce que la charge a été mal couplée et qu'en plus, on n'avait pas fait un double allumage. Parce que pour faire des économies, des fois aussi, on était un peu comme des épiciers, donc on était obligé de rouler à l'économie, donc on n'a pas fait un double allumage. La date de l'attentat du Pignou n'a pas été choisie au hasard par le front. Edmond Simeoni vient d'être libéré et a organisé son premier meeting à Furiani. Par la facilité, par l'intuition. Le FLNC a donc pu convoquer l'ensemble des médias à sa première conférence de presse. On leur donne rendez-vous là sur le quai des Martyrs, devant ce qui était l'ancien cinéma Eden. On les met là dans un fourgon et on les transporte juste au-dessus de Bastia, sur quelques 2-3 kilomètres au-dessus de Ville-les-Piedrabougne, là. C'est assez surréaliste que 2 jours après l'attentat, on ait pu se promener tout ce monde-là comme ça, en toute tranquillité. Ça paraît pas croyable. On avait vêtu le Vieux-Style avec une combinaison de tankiste de l'armée allemande. Les photographes locaux me reconnaissent. Ah oui? Oui, bien sûr. Il y en aura au moins un qui me reconnaîtra, qui me dira après, avec son accent inimitable, « C'est pas la peine quand même que tu me fasses courir, on aurait pu faire ça au bureau. » L'action de la propagande à l'époque n'était pas du seul fait de l'organisation. D'ailleurs, chaque fois que l'organisation clandestine sortait un texte ou un tract, disait qu'il fallait le renéotyper, le retirer et le redistribuer. Et c'est ce qu'on faisait, ce que tout le monde faisait. Au tout début, quand est véritablement la voix du front. Là, il y a une osmose complète. Sur scène, nous faisons en fait les déclarations du front. À une période, on chantait pratiquement tous les soirs. Et puis dans des endroits, partout. C'est-à-dire, on allait partout. Le nombre de jeunes qui nous ont dit avoir décidé de s'engager après avoir suivi les soirées du groupe est assez impressionnant. De quoi c'est fait un attentat? Il faut de l'explosif. Bon.
il y a en Corse tout ce qui reste de la guerre. Qu'est-ce qu'il reste encore? Ce qu'on appelait les savonnettes, les explosifs italiens, parce qu'ils avaient des formes de savonnettes. Comme on ne savait pas très bien s'ils marchaient bien ou s'ils ne marchaient pas, on a dû en consommer des tonnes, pour rien certainement. Il y a l'explosif qu'on peut voler. À l'époque, les dépôts, même les simples dépôts des entrepreneurs, n'étaient pas gardés. C'était assez facile, ça. Hein. Il n'y avait pas de gros problèmes d'approvisionnement de ce côté-là. Hein. Quand à un moment, il y a eu un manque d'explosifs, c'était la bouteille de gaz. C'est-à-dire que vous obtenez d'un coup un effet exceptionnel avec très peu. Et la bouteille de gaz, il y en a partout. D'autant plus que les bouteilles de gaz, elles sont obligatoirement stockées à l'extérieur. Il n'y a qu'à les ramasser au bord de la route. C'était un peu tout ce qu'on pouvait récupérer, ce qu'on pouvait... le matériel ancien de la guerre de 40, les stènes, des fusils de chasse automatiques. Le réveil bricolé ou de retardant permettait de faire 4 ou 5 attentats pour une personne. Je travaille pour une entreprise de liqueurs, choses comme ça, qui me présente un avantage et met à ma disposition des véhicules et puis une circulation qui se soucie d'un livreur. C'est comme ça que je suis rentré dans la base de Solenzara, j'y suis resté 20 minutes. Avec le camion, un camion de vin et de liqueurs, vous passez partout. On avait les plans, on avait tout. Et ça a été préparé de l'intérieur. L'intérieur de la base, des appelés corses. C'est plus d'un mois de travail, d'énorme travail de repérage, et une énorme organisation. C'est-à-dire qu'il fallait, c'est mon groupe, c'est la Casine qui a préparé cet attentat. Solenzara, un outil symbolique de la présence française en Corse, du dispositif militaire de l'OTAN, l'armée, les barbelés, les kilomètres de terrain occupés, enfin les mirages, les avions, la bombe atomique. Il y avait quelque chose qui était un symbole qui était fort et je crois qu'il nous a attirés, bien sûr. Le FLCN, le Front de Libération Nationale de la Corse, a revendiqué cet après-midi l'attaque du radar de la base militaire aérienne de Solenzara. Le commando, 10 hommes en tenue de combat, masqués, armés de pistolets mitrailleurs, a lancé son attaque contre un des 3 postes radars de Solenzara. Les terroristes ont réussi à surprendre les sentinelles et à les éloigner avant de poser 3 charges de plastique près des 2 radars de veille, puis de disparaître. En Corse, on avait déjà attaqué des gendarmeries, mais jamais un tel objectif. Nous cherchons bien sûr des justifications. Bon, c'est très bien d'avoir frappé l'armée française, et puis après. C'est au cours de la discussion que, dirais-je, nous avons vraiment internationalisé ou élevé le débat en posant le problème de Solenzara, point d'appui international de l'impérialisme français ou américain ou mondial. On portait un coup à l'OTAN, mais d'un côté, on servait nos frères de lutte dans d'autres pays qui étaient agressés. Ce n'était plus la Corse qui se plaignait, en quelque sorte, c'était la Corse qui apportait son soutien. Il y avait quand même on avait quand même changé de dimension. Première retombée de l'attentat de Solenzara, quelques mois plus tard, une délégation du FLNC est reçue au Liban par l'OLP. On avait lu dans le Paris Match que quand ils avaient été au Zaïre, quand l'armée avait sauté sur Kolwezi, que la puissance de feu des rebelles était plus importante que la leur. Et on avait retenu ça. On s'était dit que si on avait une puissance de feu, en armes légères en Corse, on pouvait à un moment donné créer une situation plus qu'insurrectionnelle. Et cette opportunité de se rendre au Liban, c'était le FLN de Paris qui avait des contacts. Ce voyage, c'est moi qui l'ai organisé à partir de ce contact parisien qui avait un relais avec le Croissant Rouge palestinien. Nous sommes partis au Liban, voir un peu ces possibilités d'avoir des armes, si on pouvait les ramener.
comment acquérir des armes, comment aussi les obtenir, hein, avec de l'argent ou une aide. On pensait à ce moment-là, si c'était d'accord, si on pouvait, ça aurait été d'envoyer 15 militants pour apprendre à manipuler ces armes, pour qu'après on rentrait avec les armes, il y ait déjà des instructeurs capables d'encadrer très rapidement et de former à l'utilisation de ces armes les autres militants. Ça ne s'est pas passé bien parce qu'il y a eu la guerre aussi. Les Israéliens ont envahi le Liban Sud. Nous, on n'avait plus tellement de moyens aussi financiers, parce que là, moi, j'avais quand même vidé j'avais vidé mon compte de caisse d'épargne pour partir, et en même temps, il n'était plus possible d'avoir des négociations, ils étaient trop pris par ce qui se passait. Donc nous sommes rentrés un peu en catastrophe à Bastia. On faisait des centaines d'attentats, à tel point qu'on ne savait même plus où s'attaquer. Et c'est là où il y a par la suite, il y a des événements assez graves où j'étais en opposition très forte. C'est sur les notions de colonisation de peuplement. IFF, I Francesi Fora, c'est le thème d'une nouvelle campagne déclenchée par les terroristes du FLNC. Cette campagne d'attentats vise les continentaux installés sur l'île. Cette campagne était annoncée dès 1977 dans la Bible du front, le petit livre vert. Depuis quelques années, le colonialisme français tente sa dernière et meurtrière opération, faire disparaître complètement notre peuple et le remplacer par une population étrangère. Tous les droits auxquels un être humain doit prétendre ne peuvent pas se faire au détriment de l'individu que je suis, ni au détriment de ma communauté. Est-ce que le peuple corse a le droit d'exister? C'est la question fondamentale. Je considère que nous sommes quand même la communauté de droit sur la terre de Corse au départ. Quand une communauté n'est pas reconnue, qu'on ne lui donne pas la moindre reconnaissance pour s'en sortir, le débat est véritablement stérile. I Francesi Fora, les Français dehors. Avec ces actions terroristes, le FLNC crée un climat de tension sur l'île. On dit même que des listes noires avec des noms continentaux circulent. À l'occasion d'une réunion, j'intercepte une liste et je vois qu'il y avait une amie qui portait un nom français, mais qui était une Corse militante, parce que certains irresponsables envoyaient les jeunes faire la boîte aux lettres et les listes et relevaient des listes noms. Et c'était purement scandaleux. Il fallait faire peur, il fallait rendre la vie d'un Français qui venait s'installer ici ou d'un fonctionnaire français qui venait prendre la place d'un autre fonctionnaire corse un peu invivable. Donc quand on risque de se faire plastiquer, on réfléchit à deux fois avant de venir s'installer en Corse. Sachez bien, Français, que vous êtes surveillés dans vos attitudes, vos paroles, vos déplacements. Vous êtes indésirables en terre corse et donc vulnérables dans votre personne et vos biens. C'est de très très faible charge. Voilà. Ah oui. Très faible charge et disposé de façon à ce que même si quelqu'un était derrière la porte et c'est arrivé, la personne soit assourdie pendant 2 ou 3 jours, quoi, sans plus. Après à lire, les gens qui venaient en Corse ne pouvaient plus ne pas être au courant de ce qui se passait. Donc s'ils venaient, c'est que quelque part, ils étaient des supplétifs de l'État. C'est la seule fois où peut-être le nationalisme corse a mérité le qualificatif de terrorisme. Ces actes-là, parce qu'ils ont vraiment, le mot terreur était peut-être excessif, mais ils ont vraiment créé un sentiment de peur. Le président Giscard d'Estaing prévoit un voyage officiel en Corse en juin 1978. Le FLNC veut profiter de l'occasion et décide de se radicaliser. C'est la première fois où la direction du mouvement avait demandé un tir à tuer dans chaque région. C'était un acte grave qui avait fait l'objet d'un grand débat interne à tous les groupes de toute la Corse.
La discussion, c'était est-ce qu'il faut maintenant, oui ou non, engager un combat, une guerre contre la France. On avait passé au meurtre, assassiner des gens des forces de l'ordre, des forces de répression, ce qu'on appelle les forces de répression, gendarmes mobiles, légionnaires. Donc c'est une directive qui n'a pas été suivie. En fait, les hommes n'étaient pas prêts à la rupture et ne la voulaient peut-être pas, cette fameuse rupture. Rupture voulait dire conflit ouvert. Avant la venue du président Giscard d'Estaing a débuté une première série d'interpellations dans le milieu nationaliste corse. D'autres, selon la police, devraient suivre. Le FLNC, qui existe déjà depuis 2 ans, n'a jamais été inquiété jusque-là. Il y avait un sentiment d'impunité. Il faut bien dire qu'il y avait un sentiment de... On était comme un poisson dans l'eau. On vivait notre du militant. Quand il y a un plasticage, on sait quasiment aussitôt qui c'est qui l'a fait. Ça me rappelle tout le temps l'affaire des Dalton avec le foulard sur la figure, mais le nom marqué sur le foulard. Il y a une tradition un peu de m'as-tu vu, un côté apparence qui est très méditerranéen, et qui fait qu'il y a toujours eu le plus grand mal en Corse à avoir vraiment des militants au sens traditionnel du terme. Chaque fois qu'on veut justement attirer l'attention des militants sur la nécessité d'avoir une très très grande rigueur dans les comportements, absolument pas entendu. Mais alors, vraiment, rien à battre. Quelle est l'utilité de la violence? Croit-on exercer une pression sur le pouvoir central en comptant sur sa défaillance? Je préviens que ce genre de pression est sans effet sur moi. Alors cette violence, je vous le demande, qui atteint-elle en réalité? Elle atteint les biens et l'âme de la Corse. 21 personnes sont entrées ce matin dans le box des accusés de la Cour de sûreté de l'État. Ces personnes appartiennent toutes au FLNC, le Front de Libération Nationale de la Corse. Hier après-midi et hier soir, des manifestations se sont d'ailleurs déroulées dans l'île de Beauté. Tous les commerçants d'Ajaccio ont fermé leurs boutiques. Ce procès s'est ouvert dans le calme à Paris. Alors ils sont accusés de 40 actions violentes, plasticage de gendarmerie, de villa de pieds noirs, le relais hertzien de la base militaire de Solenzara, un relais de télé. Alors ils sont âgés de 23 à 44 ans, profession, un panel très large, c'est un éventail très très large de la société. Alors l'un des aspects les plus intéressants de ce procès va être de donner pour la première fois sur le plan judiciaire au FLNC le moyen d'exprimer ses buts et sa politique. Il s'agissait véritablement de faire le procès du colonialisme français. L'économie, la culture, la nation, la langue, les transports, la colonisation de peuplement, la dépossession de la terre, enfin, rien n'a été laissé dans l'ombre. La répression à ce moment-là a servi au renforcement du FLNC. Devant l'ampleur des arrestations, le FLNC traverse sa première crise. Décapité, il lui faut changer les chefs. Le nouveau commandement délaisse la revendication indépendantiste initiale pour une autonomie corse. La jeunesse insulaire, d'abord influencée par les idées autonomistes d'Edmond Simeoni, est maintenant marquée depuis 3 ans et demi par les indépendantistes du FLNC. À l'autre bord,
un mouvement pro-français vient de voir le jour en Corse. Ce mouvement, appelé Francia, a procédé à plusieurs distributions de tracts qui menacent les autonomistes de représailles sanglantes. Le front, sans entrer dans les détails, par une personne qui s'appelle Leonelli, a infiltré Francia. Leonelli est en Corse. Il n'est pas corse, mais à l'époque il se dit corse, et on le croit corse parce qu'il a un nom corse. Leonelli, c'est un nom corse. Il nous dit, mais moi je veux rentrer au front, je veux faire des actions, je suis avec vous. D'ailleurs, j'ai même quelqu'un potentiellement que je peux recruter, qui est un ami intime avec qui j'ai très bien, qui s'appelle Hollandini. Et Hollandini comment? Hollandini, c'était un type qu'on connaissait, qui était parti de France, du mouvement Barbouze, antinationaliste. Et on dit, mais tu sais que ce Hollandini, il est comme ci, comme ça. C'est pas possible. Non, c'est plus que possible. Il travaille avec Bertolini, machin. Oh, l'enfoiré, je vais faire rien. Non, il fait rien. Il reste très copain avec lui. Parce que si jamais un jour ils font quelque chose, même au contraire, essaye de rentrer chez eux, c'est la meilleure manière dont tu peux nous rendre service. Si un jour ils font quelque chose, tu pourras nous prévenir. Marcel Lorenzoni a eu l'information de la part du front que le dimanche, 3 jours après, des Barbouzes de Franche doivent venir à Bastille pour l'enlever. On prend la décision au petit matin de monter, tendre une embuscade pour les arrêter, hein, pour les arrêter, les dénoncer, pour les présenter à la presse. On se met à 1 kilomètre du village, dans la neige, parce que c'était le 6 janvier 1980. Il y avait de la neige par terre et de la glace, donc au moment où la voiture devait ralentir, on est arrivé avec les fusils. On les a arrêtés donc à 3. Gilbert Casanova, Antoine Biscambille et moi-même. Bon, 5 minutes après, les autres militants nous ont rejoints et à notre grande surprise, on découvre 3 types armés jusqu'aux dents, qu'on sort de la voiture, c'est vrai, sans trop de ménagement. Leonelli, qui était lui, qu'on avait couché par terre, disait « Mais arrêtez, je suis des vôtres, arrêtez, je suis des vôtres. » Mais qu'est-ce que c'est des nôtres, on ne comprenait pas. Je sors celui qui est à l'arrière, vêtu d'une casquette bleue et d'un caban bleu. Et quand je veux le sortir, il me dit « Attention, ma jambe !» Et je m'aperçois que j'ai entre les mains, avec mon fusil à pompe, le commandant Bertolini. Le commandant Bertolini, chef présumé de Francia, a perdu sa jambe dans un attentat attribué aux autonomistes 2 années plus tôt. En fouillant au Liel, j'ai moi-même découvert dans son portefeuille à la fois la carte du RPR, c'était les premières cartes plastifiées, et la carte du service d'action civique, la carte du SAC. On a interrogé surtout au Liel, qui a avoué beaucoup de choses, tous les attentats commis et les attentats à venir. Lorsqu'on apprend le soir que les Barbouzes sont coincés à Bastille, on part immédiatement. C'est une réaction spontanée, je veux dire. Il y avait une agression contre des nationalistes, on était là. C'était ahurissant parce que là, il y avait des centaines de personnes, les fusils à la main, qui se dirigeaient vers Bastille. On a décidé de faire une conférence de presse le mardi, là nous étions le dimanche, pour donner le temps à la presse nationale de venir en Corse. Il n'était pas question pour l'État de laisser les journalistes approcher d'une affaire comme ça. Et ils ont bouclé complètement le village. Bastille a été carrément encerclé. Il n'y a pas de police parallèle en France. Je défie qui que ce soit de pouvoir mettre en cause la responsabilité de mon département ministériel et de la police nationale dans les affaires de contreplasticage et de barbouze, comme vous dites, si contreplasticage et barbouze, il y a eu. Et une nouvelle fois, les forces de l'ordre, les hélicos, c'était démesuré. Là, je pense que... Et chaque fois qu'il y a des problèmes, on recommence les mêmes erreurs. Et chaque fois, je crois qu'on pousse un peu plus la société corse et la jeunesse dans les bras des extrêmes. C'est un véritable rebondissement dans la prise d'otage ici à Bastelica. Marcel Lorenzoni, le chef du commando, a réussi à forcer les barrages de police. Il a rejoint l'hôtel Fesch à Ajaccio, où il pensait retrouver les journalistes continentaux. La ville est maintenant quadrillée par les forces de police. Les mutins, eux, sont retranchés dans l'hôtel. Ajaccio était en état de guerre, quoi. Il n'y avait pas un chat dans les rues, il y avait des barrages partout, des flics partout. Ils étaient dans un état de peur qui était
n'était pas racontable. Je commence à tourner autour de l'hôtel pour savoir ce qui se passe, pour savoir comment ils sont, où ils sont. Et je trouve un passage en passant par les greniers, par les toits. Et le GIGN, bien entendu, s'était installé sur les toits lui aussi, mais de l'autre côté, un peu plus loin que moi, quoi, de l'autre côté. Ils m'ont vu passer, ils m'ont vu faire mes allers-retours et ils m'ont arrêté à un moment donné où je ressortais de l'hôtel. J'ai été mis en contact avec Proto et Baril. Baril m'a dit, eh ben oui, mais on va être obligé de donner l'assaut. Ça va se faire dans de très mauvaises conditions et on va t'emmener avec nous. Comme ça, s'il y en a un qui doit se prendre une balle, tu seras le premier. Et oui, et alors? Et moi, je vais prendre la première et toi, tu vas prendre la deuxième et on va crever comme des cons dans la rue. Depuis l'occupation de l'hôtel Fesch par Marcel Lorenzoni et ses hommes, des sympathisants armés de plus en plus nombreux rejoignent Ajaccio et se déploient autour de l'hôtel Fesch. La situation est explosive. Le soir, ça s'apparentait à la guerre civile. C'était un peu, oui, c'était particulier. C'était des prémices. Brusquement, vers minuit, c'est le drame. Un homme sort un revolver de sa poche et tire à bout portant sur 4 policiers. L'un d'entre eux, touché en pleine poitrine, va mourir presque tout de suite. La tension monte alors, très vite. Une rafale de pistolets mitrailleurs éclate, une voiture est percée de balles. L'une des passagères est morte, une autre est conduite à l'hôpital. Plus loin encore, un gendarme veut arrêter une voiture, c'est un contrôle. Le conducteur ne ralentit pas, un mort, un blessé dans la voiture. Après une demi-heure de discussion, le commando acceptait de se rendre sans condition. Dans la mesure où le fort Chabrol ne servait absolument à rien, simplement à faire couler du sang, il est évident qu'il y avait de la lassitude. Et puis, alors comme ils ont, c'est tout à fait normal, un certain sentiment de l'honneur, à partir du moment où on essayait de les comprendre, ils nous ont compris. Avant de se rendre à l'hôtel de police, le cortège des militants encadrés de gendarmes remontait le cours Napoléon en chantant. On avait quand même prévu de faire une sortie en chantant. Et donc, pendant que j'étais dans l'hôtel Fesch, je les faisais répéter. Oui. Je les faisais chanter pour qu'il y ait un maximum. Moi qui étais menotté, bâillonné dans le coin de la rue Fesch, je les ai vus tous défiler devant moi, bien gardés par les gardes mobiles. On s'est retrouvés dans l'hôtel par solidarité, et puis bon, on a fini à la santé par solidarité. Je me suis dit que tu étais militant autonomiste dans un mouvement public. Tu as agi pour dénoncer quelque chose de très grave au niveau de l'État. Et finalement, les barbouzes, au bout de 2 mois, sont dehors. Et toi, tu viens de te prendre 4 ans de prison ferme par la Cour de sûreté de l'État. Et quelque part, de manière floue, et puis de plus en plus précise, je me suis dit que si je me battais pour la Corse, et je comptais bien continuer à me battre, jamais plus je ne ferais quelque chose à visage découvert. François Mitterrand tient ses promesses de campagne sur la Corse. Les détenus politiques sont amnistiés. La première trêve du FLNC est alors annoncée. Gaston Defferre, le ministre de l'Intérieur, prépare le premier statut particulier de l'île. La Corse aura de nouveau retrouvé la paix. Le FLNC, qui a abandonné la revendication indépendantiste, se structure autour de Pierre Poggioli. C'est notre génération qui a construit sérieusement les choses, hein. Et parce qu'autrement, hein, c'était des envolées lyriques, c'était des démarches
style un peu tiers-mondiste ou des approches complètement surréalistes des problèmes. Là, c'était sérieux, rigueur et patience. Piero Poggio parle de ce cloisonnement et finalement de cette discipline. Je pense que pendant ces années-là, certainement, il le fallait. Le front y a gagné incontestablement en structuration et en efficacité. Petit à petit, les discussions que nous avons eues ont montré l'importance d'occuper le terrain politique, puisqu'il n'était occupé que par le biais culturel ou le biais antirépressif, et qu'il n'y avait jamais eu d'organisation politique sérieuse qui a été organisée. C'est là où nous avons créé la CCN, la Consulta di Comunità Nazionalisti. Vado a presentare la posizione della consulta non un problema la comunitazione di popolare. La comunitazione è una politica scienza su sì, la limite les dégâts, et vous savez sur la mer. Les règles de jeu imposées par l'État français pour protéger son exploitation coloniale. À l'époque, la CCN, c'est l'émanation directe du FLNC, mais je crois qu'il n'y a personne qui s'en cache. On ne s'en cache pas. On avait quand même des assemblées générales qui commençaient toujours par le vote à main levée d'une motion qui était une motion d'allégeance au front, de soutien inconditionnel. Il fallait enraciner le mouvement nationaliste, montrer que le mouvement nationaliste était incontournable, qu'on ne pouvait plus rien faire en Corse sans compter sur le mouvement nationaliste. On travaille à la mise en place du livre blanc, c'est-à-dire le triptyque lutte de masse, lutte armée, lutte institutionnelle. Le livre blanc préconise une stratégie d'autodétermination avec en sous-bassement, je dirais, la création à l'époque des contre-pouvoirs qui vont devenir ensuite des véritables organisations, notamment syndicales. C'est vrai qu'il y a eu, par rapport au livre vert, des changements importants. Il est clair, personnellement, que je ne serais pas rentré dans le mouvement nationaliste sur les bases de l'indépendance et du socialisme. Le statut particulier voté par le Parlement est devenu une réalité. La Corse se voit dotée d'une assemblée élue au suffrage universel. La CCN, la vitrine légale du FLNC, estime que les pouvoirs de cette nouvelle assemblée sont insuffisants et décide de boycotter ce scrutin. Le FLNC vient de rompre définitivement la trêve le soir des élections. Le front est plus fort que jamais. 1982 sera l'année des records, avec plus de 800 attentats sur l'île. Nous ne pouvons tolérer davantage que quelques dizaines de hors-la-loi bafouent les principes de la démocratie et de la République et cachent, derrière des idées qui se prétendent abusivement généreuses, des activités qui en réalité ressortent du crime, du banditisme et de la pègre. Riposte du gouvernement, le FLNC est dissous et le commissaire Broussard est nommé super préfet de police en Corse. On n'a pas choisi la personnalité de Broussard par hasard. Il représentait quelque chose, Broussard, dans le milieu policier, d'accord. Et Broussard est arrivé avec ce discours. Il n'y a pas de militants politiques, il y a des mafieux organisés en bandes mafieuses. Un crime, un plasticage, un cambriolage, un hold-up, un racket a été commis, je ne veux pas savoir pourquoi il a été commis, du moins dans un premier temps. Vous en cherchez les auteurs. Est-ce que c'est politique ou de droit commun? Je m'en fous. Vous en arrêtez les auteurs. Les motivations, on verra ça après. Vous voyez, ça, c'était pour rassurer les gens. Alors, le FLNC, dans cette affaire, il avait très mal pris la chose en disant Broussard nous assimile à détruire, c'est pareil. Mais non, pas du tout. C'était les faits qui devaient parler. C'est rien d'autre. C'était pas une interprétation. Le coiffeur Choc avait fait savoir à la police qu'il était menacé. Il a été mis sous contrôle téléphonique et il est assassiné.
Et là, c'est un véritable défi. Parce que ça faisait quelques jours, peut-être un mois que nous étions là. Et une affaire une affaire criminelle aussi importante, après tout ce qui s'était déjà passé, c'était quand même... là, il fallait se retrousser les manches. Quel est le profil des gens que vous avez arrêtés? Eh bien, ce sont avant tout des voyous qui, dans la plus pure tradition, et qui ont commis un certain nombre d'attentats, dont certains ont été revendiqués par le FLNC, et certains de ces voyous revendiquent également leur appartenance à l'ex-FLNC. Pourquoi l'affaire Choc est importante? Parce que c'est la première fois, si vous voulez, qu'apparaît de façon assez claire une collusion entre une action politique et une action de droit commun. Là, on a pu démontrer, finalement, le vrai visage du FLNC. C'était un tournant très important. Le front s'est retrouvé, mais au 36e dessous. C'est-à-dire que les gens en avaient marre de ce truc-là. Ils en avaient marre de la violence. Ils en avaient marre de ces trucs-là. C'était dévalorisant. Ils ne comprenaient plus rien. C'était un traumatisme dans l'opinion publique et même au niveau nationaliste, ça a fait hésiter beaucoup de gens, je pense. On prend les premières claques. Claque, c'est un petit mot. Là, c'est quelque chose de difficile à avaler. Le racket, on ne savait pas très bien si c'était un racket pour financer les caisses du front du FLNC ou bien pour financer des poches plus personnelles. Ça gênait beaucoup le FLNC d'être pris dans cette galère. Ces militants avaient été exclus du front. Donc, agissaient politiquement ou non, mais dans tous les cas en leur nom personnel. De manière à couper court à un certain nombre d'interprétations vaseuses et d'éviter que soient créés des amalgames entre voyous qui racketaient et mouvements clandestins qui levaient l'impôt révolutionnaire, le mouvement clandestin a décidé d'officialiser l'impôt révolutionnaire. Il nous semblait naturel que les gens qui pouvaient faire des bénéfices en Corse participent à la lutte de la Corse. On est pour ou contre une organisation clandestine. Si on est pour, une organisation clandestine, elle ne va pas être subventionnée par l'État français, quoi qu'on en dise. Quoi qu'on en dise, hein, voilà. Donc c'est clair. Hein. Énormément de petits voyous qui pratiquent aussi leur racket se disent, au vu de ce qui s'est passé avec l'amnistie et le statut de fer, si on devient tout d'un coup nationaliste, je crois que ce sera plus facile. C'est-à-dire qu'on va continuer nos petites activités, mais en même temps, on va bricoler aussi pour les nationalistes, pour le front. Or, le front, à l'époque, a besoin d'avoir du monde. Et donc, ils acceptent ça. Dommage qu'on n'ait pas su le maîtriser. Ça, parce que ça nous a coûté très très cher. Ça, moi, j'en étais personnellement le témoin. Il y a des manœuvres qui viennent de la cellule élyséenne antiterroriste de Baril et compagnie. Il me dit voilà, le président considère que compte tenu de tous les intermédiaires qu'il y a entre ce qui se passe en Corse et ce qui lui est relaté et la manière dont c'est analysé par les différentes personnes qui lui ramènent l'information, il y a trop de décalage et que lui, pour avoir une idée précise de la chose, il voudrait un contact direct. Donc, soit une rencontre secrète, soit, si vous n'êtes pas disposé à la rencontre, une lettre officielle du FLNC exprimant leur position de fond et leurs revendications de manière concrète. Une lettre est arrivée, mais jamais le président de la République ne s'est, comment dirais-je, tenu lié par les initiatives individuelles de Paul Baril. J'avais été révolté quand on voyait des gens qu'on surveillait à Ajaccio, qu'on savait que c'était des poseurs de bombes, qu'on savait qu'ils avaient du sang sur les mains, qui avaient participé, même si on ne pouvait pas le prouver, mais enfin disons, on avait notre propre intime conviction, on savait très bien qu'on ne pouvait pas les accrocher. On les voyait, on les emmenait à l'aéroport d'Ajaccio. On les faisait réceptionner à Paris, à Orly. Là, quand on s'apercevait qu'il y avait une voiture d'un cabinet ministériel qui attendait avec un chauffeur qui l'emmenait directement à, je sais pas, Place Beauvau ou ailleurs.
Alors autant planquer devant la place Beauvau ou un autre ministère plutôt que les surveiller encore, vous comprenez? Tout cela se fait dans ce contexte de préparation du voyage présidentiel en juin 83. Mitterrand doit venir en Corse. Il avait été demandé dans la lettre du front remise à François Mitterrand qu'il y ait un message, notamment le peuple corse. Je vous dis, respectons les réalités de la Corse. Comprenons ce qu'est l'âme de ce peuple, tel qu'il est, en profonde symbiose avec ce qui est, et il en est parti, l'âme du peuple français. La phrase n'a pas été dite, mais il a donné le peuple corse. C'était quand même un message fort. Et c'est vrai que bon, ça a suscité quelques espoirs, tout ça, par la suite. Deux tendances semblent maintenant coexister au sein du gouvernement. L'une pour la négociation, incarnée par la cellule élyséenne, l'autre pour la répression, chère à Joseph Franceschi, l'adjoint de Gaston Defferre au ministère de l'Intérieur. Faux. Nous avons un pays, et c'est la Corse. Et si mon fils est mort, ce n'est pas vain. Il est mort pour la Corse, et je suis fier pour cela. Orson est enlevé, torturé, et son corps n'est jamais retrouvé. Moi, je pensais à un accident de voiture. Je l'ai cherché pendant une journée avec mes amis en bord de route, en pensant qu'il a pu tomber, parce qu'il y a des précipices encore, un truc. Peut-être qu'il a pu avoir un accident. Il ne s'y attend pas du tout. Orson était très jeune, il avait 23 ans. Il n'avait pas un rôle. Donc, sa vie, il avait déjà fait 3 ans de prison, il est rentré à 20 ans, il est sorti à 23 ans. Un an après, je ne vois pas qu'est-ce qui pouvait vraiment justifier son assassinat dans de telles conditions. Est-ce que, ça c'est la question que je me suis toujours posée, est-ce que on a voulu véritablement enlever Guy ou Alain? C'est Alain qui utilisait systématiquement, puisqu'il était en stage à Sartène, en stage agricole à Sartène, la Mercedes bleue. Et ce jour-là, par hasard, c'est Guy qui la prend parce qu'il descend sur Porto-Vic. On savait qu'Alain Orson continuait d'entretenir une espèce de concertation avec la cellule élyséenne, et on s'est dit que l'interception d'Alain Orson avait pour but soit de mettre un terme à cette négociation, soit de savoir sur quoi elle portait. Et alors là, vas-y, les rumeurs, les accusations, en tous sens. Bon, il y avait un créneau qu'ils ont exploité, il faut reconnaître, du moins à court terme, qui était extrêmement payant et mobilisateur pour toutes les troupes du FLNC, qui, rappelons-le, étaient quand même pas mal secouées par ces histoires chocs. Des truands engagés, dirigés, rétribués par l'État français ont enlevé, torturé et assassiné notre frère de combat, Guy Orson. Selon les nationalistes, c'est l'intermédiaire des négociations, Alain Orsoni, qui était visé. Cet enlèvement serait dû aux différends gouvernementaux qui opposent la cellule élyséenne et sa recherche du dialogue au ministère de l'Intérieur et sa politique répressive. Franceschi a représenté une frange du Parti socialiste, pure et dure, forte, autoritaire, qui voit François Mitterrand céder aux sirènes, donc il faut le recadrer. Manque de peau pour eux. 2-3 jours après, on arrête toute la bande du Valinco qui confirme que c'était tous des gens du droit commun. La bande du Valinco était connue. Selon les services de police, elle régnerait sur tout le sud de la Corse et particulièrement sur le marché de la drogue et des machines à sous. Pour les enquêteurs, cette bande était gênée par les affaires de Roger Orsoni, l'oncle des 2 militants nationalistes. Certes, c'était pas extrêmement net, clair et précis, c'est-à-dire que les motivations de ces gens-là dans leur action n'étaient pas clairement établies, mais ils étaient en guerre avec le clan Orsoni. Quand je parle du clan Orsoni, Roger Orsoni, l'oncle. Je suis d'accord, c'est pas un saint, pas un enfant de cœur, nous sommes tout à fait d'accord. Il a eu des médailles de la justice, c'est vrai. Mais enfin, on ne va pas nous présenter comme Al Capone maintenant, pour servir la cause du règlement de compte mafieux. Vis-à-vis de la bande du Valinco, le Roger Orsoni pesait peut-être pas très lourd. Bon. Mais en disant, attendez, derrière moi, j'ai mes neveux, et derrière mes neveux, vous savez qui, hein? Et il décide de tuer le frère Orson.
pas l'oncle. C'est une logique, effectivement. Ça ne se passe pas comme ça. En Corse, premièrement. Justement, ça ne se passe pas. On prend contact. On évite l'affrontement. Parce qu'il n'est pas utile. Surtout s'ils savent qu'il y a le front derrière. Je suis persuadé que cette opération s'est faite, si c'est bien cette hypothèse-là qui prévaut, à partir d'une intoxication du milieu même qui a été utilisé. C'est-à-dire qu'à Contine et à Lecce, on leur a fait croire qu'Alain Orson et Guy Orson étaient un danger pour eux. C'était un coup d'essai d'utiliser certains membres du milieu contre les nationalistes en essayant de trouver les endroits les plus fragiles, notre talent d'Achille. Le talent d'Achille, c'était peut-être Orson, du moins lui, mais peut-être son environnement. Les faits sont toujours équivoques, ils peuvent avoir plusieurs explications. Donc suivant celle qu'on choisit, on bâtit un roman extraordinaire, ou on bâtit une histoire ridicule, ou on trouve tout simplement la vérité. Les choses, au bout elles mettent un certain temps, elles mettent 30 ans, elles mettent 40 ans. L'affaire Ben Barka, aujourd'hui on en connaît les tenants, les aboutissants. J'espère simplement qu'un jour on saura totalement ce qu'il en est. On n'a pas réussi à le retrouver. Ce que j'aurais aimé, c'est ça. Hein. Je pense que pour sa famille, il avait droit à une sépulture. Pour lui-même aussi, par respect de... C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas accepter. Il était impossible d'accepter un truc comme ça. Donc après, on a décidé d'éliminer la banque de Duvalin, quoi.